33. Autant vous dire qu'en Gironde, on apprécie ce numéro. Et bien chez Alfa aussi, c'est le cas, parce qu'ils nous ont livré cette sublime Alfa Romeo 33 qui a connu une carrière assez folle. Le modèle du jour est équipé du 1,5 litre IE qui développe la puissance folle de 97 chevaux. Ce modèle est une série 3 qui date de 1992. Nous sommes en 1983. Alfa commercialise son Alfa Sud depuis maintenant 11 ans et du coup il serait temps de prendre la relève de ce modèle qui a été un grand best-seller mais qui commence aujourd'hui à se faire un petit peu vieillissant. Et bien Alfa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir deux modèles comparables de même catégorie la même année. C'est une idée de merde. Je vais évoquer un véhicule qui va choquer, qui va scandaliser, qui va peut-être faire pleurer les alfistes, mais il faut qu'on en parle, l'Alfa Romeo Arna. Je pense que les puristes de la marque savent de quoi je parle. Et cet Alfa Romeo Arna, en fait c'est une base de Nissan Cherry. C'est une bagnole typiquement japonaise de la fin des années 70. Le but de produire cet Alfa Romeo Arna était en fait de mutualiser les coûts parce que les coûts de production devenaient de plus en plus chers à l'époque et Alfa commençait à être dans une phase un petit peu compliquée. Ça n'a pas forcément bien marché parce qu'ils ont mis un temps énorme parce qu'Alfa ils ont voulu faire quand même de l'Alfa, c'est-à-dire mettre un moteur Alfa dedans, ça a été un bordel terrible. Donc ce véhicule a pris du retard et est sorti la même année que celui-ci. Et en fait cette 33 c'est bien elle la véritable héritière de l'Alfa Sud. Mais du coup c'est vrai que cette Alfa Arna elle n'a vraiment aucune raison d'être. Si un atmophile en a une par hasard je serais vraiment ravi d'essayer parce que moi vous savez que j'adore les bides automobiles et puis celui-là c'est quand même une sacrée pépite. Et du coup cette Alfa 33 c'est aussi rempli de paradoxes, c'est-à-dire que vous prenez l'Alfa Sud, vous changez complètement la carrosserie quand même, vous mettez quelque chose de beaucoup plus moderne. En revanche en termes d'innovation il n'y a pas grand chose quoi. Mis à part cette carrosserie plus dans l'air du temps, on garde les mêmes moteurs, on va même régresser par exemple avec la disparition des freins à disque à l'arrière pour passer sur des freins à tambour. Pourquoi pas hein, allez-y Alfa. Et le pire dans tout ça c'est que cette voiture va faire un carton parce que les moteurs sont bien, ils sont bons, cette voiture est extrêmement agréable à conduire. Elle a permis à Alfa Romeo de rajeunir son image. Au final cette voiture sera produite 12 ans avec près d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Ils n'ont pas manqué de touper quand même en l'appelant 33. C'est pour rendre hommage aux célèbres prototypes qui ont couru sur les courses d'endurance entre 1967 et 1977. Celle-ci, je suis pas sûr qu'on puisse la mettre en course d'endurance, mais vous allez voir quand même que ça envoie. Et c'est surtout une voiture qui a une âme, quoi. Chez une Alfa, ça peut être intéressant de voir le moteur. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Le Boxer Alfa Romeo, moteur assez légendaire, ça on peut se le dire, qui a équipé bon nombre d'Alfa et qui a fait le bonheur des puristes, des alfistes, des Italiens, de tout le monde, parce que franchement c'est un petit bonheur à conduire. On va voir ça tout à l'heure en détail lors de la meilleure phase. Celui-ci donc c'est pas la version la plus puissante, comme on l'a dit tout à l'heure il délivre 97 chevaux, mais les performances sont loin d'être ridicules, parce que cette Alfa 33 est vraiment très légère, 950 kg à peine, la vitesse maximale est au-delà de 180 km/h, le 0 à 100 est tombé en 10 secondes 5 et le millimètre départ arrêté 31 secondes 7. Alors ceci ce ne sont que des chiffres et c'est ça aussi que je vais vous montrer à travers ces vidéos parce que beaucoup d'entre vous, notamment les amateurs d'Audi, de Volkswagen un petit peu puissantes, adorent les chiffres. Ici certes les chiffres ne sont pas non plus complètement incroyables mais vous allez voir qu'à la conduite les sensations c'est ça le plus important, les sensations et puis le plaisir de conduite. Et puis là ça je peux vous dire que ça met à l'amende bon nombre d'Audi et de Volkswagen. Parlons de la concurrence, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un marché complètement concurrentiel, mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, si je vous parle de la Golf 2, de la Ford Escort, de l'Opel Kadett, de la 309, toutes ces voitures étaient des concurrentes directes à cet Alfa Romeo 33. Et pourtant, elle s'en est fort bien sortie, parce que cette Alfa, elle savait quand même se démarquer, parce que même si son look, on va en parler lors du tour du véhicule, il est original, mais sachez qu'il plaisait à de nombreux fans de la marque. Et cette voiture a surtout réussi à se démarquer grâce à ses moteurs pétillants. Je pense notamment en version QV aussi, qui pouvait tenir la dragée haute à la Golf 2 GTI par exemple, qui s'était un petit peu embourgeoisée. Ce qui est bien, c'est qu'elle a su séduire une nouvelle clientèle plus jeune et qui a vraiment redynamisé l'image d'Alfa Romeo qui commençait vraiment à en avoir besoin au début des années 80. À bord de cette Alfa 33, écoutez, regardez, on est pépouze, on est tranquille. Alors déjà, la première impression, c'est que je suis assis mais vraiment très bas. Les sièges ont l'air, ma foi, très confortables, notamment les autres sièges. Celui du conducteur a été plus utilisé forcément, mais les autres, ils ont l'air vraiment très moelleux. Vous voyez ce petit moelleux là? Qu'est-ce qu'on retient? Ce volant en
bois qui est juste tout simplement magnifique, accompagné de son levier de vitesse qui lui aussi est vraiment très réussi et en bois véritable. Le charme des Alphas, ça on le dira jamais assez. Alors le design, c'est vrai, on en parlait avec l'Atmophile qui possède cet Alpha 33. Franchement, moi je trouve pas que ce soit hyper moche. C'est vrai que c'est assez décrié ses intérieurs. Bon, on voit vraiment que la qualité c'est pas ouf, mais bon, dans tous les cas, on s'y attendait. C'est pas une déception en soi. Le compteur regroupe toutes les informations principales, à savoir la vitesse, l'essence, la température moteur, ainsi que bien sûr le compte tours gradué à un petit peu plus de 6000 tours. Notez quand même les petites doubles vitres électriques, et ça fait plaisir. Pour une voiture de 1992, c'est toujours quelque chose de sympathique. La mini boîte à gants, c'est vraiment histoire de mettre des gants pour le coup. On est dans une Alpha, donc les aspects pratiques ne sont pas trop là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide-poche sur les côtés comme vous pouvez le voir, pas d'airbag, c'est une voiture à l'ancienne quoi. Les places arrière, allez on va voir ça les atmophiles. Cette voiture qui est l'équivalent d'une berline compacte en fait, regardez-moi, je suis douillé comme David. La banquette est très moelleuse. Par contre, par rapport à l'avant, on est beaucoup plus haut. C'est assez original parce que là, je touche presque, alors que là-bas, j'avais l'impression d'être un nain. Sinon, vraiment, l'assise est très confort. 3 places à l'arrière, que demande le peuple? Je pense qu'elle fera largement le taf si vous voulez partir à 4 ou à 5, faire de longues balades endiablées au volant de cette voiture juste mythique. Pourquoi on achète une Alfa Romeo? Bien évidemment pour son coffre. Ah, mais il s'ouvre pas comme ça, mais c'est fou. Allez, on va voir ça depuis l'intérieur parce que c'est toujours pratique quand même de rentrer dans sa voiture pour ouvrir le coffre. Hop. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, forcément. Est-ce que vous êtes prêts pour un grand moment du cinéma français? Waouh, il se lève tout seul, il est fou parce que les verres elles sont neufs et ça te mal. Plus de 400 litres les atmophiles et ça c'est vraiment dû à la forme atypique de cette voiture qui est considérée comme 2 volumes et demi. C'est comme une berline compacte actuelle mais avec un peu un cul de berline qui sort mais pas en entier. Un haillon, ça fait plaisir et franchement là vous pouvez en mettre des choses et regardez-moi cet espace, c'est vaste, c'est long. C'est un coffre forcément Atmo approved. Et attention. Tour du véhicule. Allez, c'est parti mes atmophiles chouchous. Pour moi, cette Alpha 33, c'est pas la plus belle des Alphas, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'inscrit vraiment dans une époque, dans le sens où elle a des lignes vraiment très carrées, taillées à la serpe, un petit peu à l'image vraiment de ce qui se faisait dans le courant des années 80. Cette version est donc une phase 3 ou phase 2.5 selon les puristes, le machin. Bon, je sais que vous allez jamais être d'accord. On reste sur phase 3 de 89 à 95. Et cette face avant, je trouve qu'elle est un petit peu plus joviale, un petit peu plus sympathique. Ce capot là qui descend en V, on tombe sur la calandre, c'est le genre de détails qui font plaisir. Les phares avant sont un petit peu biseautés pour aller aussi dans le sens de cette calandre qui termine comme ça, vous voyez, tac. Tac, le petit logo Alfa Romeo qui fait très plaisir. D'ailleurs même cette petite calandre nid d'abeille qui est d'origine très jolie, très sympa, j'en étais pas sûr. Des pare-chocs parce que à l'époque on mettait des pare-chocs et ça avait une utilité. Il n'y avait pas besoin d'avoir une voiture qui fasse 3 mètres de haut pour affronter le danger urbain, n'est-ce pas? Les anti-brouillards qui sont assez jolis lorsque l'on allume ces feux. Et notez aussi le positionnement de la plaque qui est vraiment très bas, qui peut faire que potentiellement, si vous roulez avec, si vous vous faites flasher, potentiellement si c'est un radar, vous savez les radars hauts, ça peut ne pas prendre la plaque tellement elle est basse. Vous voyez, elle est vraiment très basse. Là, moi d'ici, je vois que le pare-choc. Là, c'est vraiment donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fameux profil de volume et demi. C'est-à-dire que la voiture, elle aurait très bien pu se terminer, on va dire comme ça, un petit peu à la manière d'une berline compacte actuelle. Mais à l'époque, la petite tendance était peut-être de faire et de rajouter un petit coffre pour lui donner vraiment un air de mini berline. La version break a été designée par Pininfarina, la version berline a été designée par Cressoni. Alors Cressoni, bon, on peut dire qu'il savait s'entourer. Déjà, il a bossé avec des mecs comme Chris Bangle, Walter da Silva, mais en plus de ça, il a œuvré à la création de voitures telles que chez Alfa Romeo, l'Alfa 75, l'Alfa 33, l'Alfetta, puis la deuxième Giulietta. Ensuite, il est passé chez Fiat et il a aussi fait du très bon boulot en bossant sur la superbe Cinquecento que j'adore, la Barchetta qui est une de mes Fiat préférées. J'adore aussi. La Fiat Coupé, vraiment j'adore aussi. Je crois que je préfère encore plus ses créations chez Fiat en fait. Et enfin la Fiat Bravo, première du nom, qui avait vraiment aussi marqué son époque. Autant dire qu'il savait y faire en termes de design. Et même si je suis pas le plus grand fan de cette voiture, force est d'admettre que ça a plu à un grand nombre parce qu'elle s'est bien vendue. Et ça c'est le principal. Et surtout pour une Alfa Romeo parce qu'on sait que chez Alfa c'est compliqué de vendre surtout de nos jours. Et des fois de faire un beau design style la dernière Giulia que je trouve magnifique, ça suffit pas malheureusement. La partie arrière c'est peut-être celle que je préfère en termes de design, notamment sur ces dernières versions qui ont un bandeau arrière similaire à l'Alpha 164. Notez que cet exemplaire est vraiment en excellent état et notez surtout ce logo qui est en état parfait. Quel est votre secret, monsieur? Je l'ai remplacé. Voilà, merci. Ok, oui, parce que les Alphas, c'est ça, c'est toujours des logos tout pourris. Et bien on le remplace comme ça, c'est nickel et c'est très joli. Cet Alpha 33, c'est vraiment un condensé de design des années 80 qui a permis à la marque vraiment d'être au top de sa forme. Non, je rigole, malheureusement, ça n'aura pas suffi parce qu'en 86, ils vont être rachetés par Fiat, les bougres.
c'est vraiment des sensations à l'ancienne en vrai. Putain, mais je suis hyper reculé. La position de conduite, c'est coup-ci, coup-ça. En fait, tout est un peu à droite. Donc mon pied gauche, je dois vraiment le mettre à droite. Putain, ah oui, mais ça prend du roulis. Oui. Ça prend du roulis terrible. Bon, écoutez-moi ça maintenant. Oh là là, non, c'est très sympa après. C'est très sympa, le volant est très agréable à manier. La boîte, une fois qu'on a compris, impeccable. Putain, mais oui, mais ça monte vite, oui. On sent que c'est une voiture qui a de la vie quoi, dans son comportement. Ce que je disais au propriétaire, lui qui a l'habitude de la conduire, moi je trouve qu'elle fait quand même avant 90 vraiment dans son comportement, quoi. Il y a quelque chose de typique un peu des voitures un peu plus anciennes. Ah, le freinage, ouais. À conduire, c'est marrant. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'est pas du tout initié, ça peut faire peur quand même. C'est une vraie bagnole à l'ancienne, un peu italienne, là. Oula, pardon. Oui, t'inquiète, ça arrive, c'est pas grave. La boîte, une fois qu'on a compris, impeccable. Non. Ben là, vous avez eu un bel exemple de synchro de boîte, pas forcément optimal. Bon là, sortie de virage, donc là, un roulis. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être dans une douche. Et après, ah ça c'est sympa par contre. Mais je suis un peu angoissé quand même. Mais en termes de comportement, c'est vrai que bon là, la 309 GTI, je l'ai conduit plus rapide. Mais j'étais plus en confiance. Il faut avoir une âme peut-être un peu plus pilote encore. Si vous la voulez en tant que potentiel daily, quand même, il faut avoir quelques petites notions, je pense, en termes de conduite automobile. Voilà, c'est bon, j'ai pas remerdé avec la première. Hop. Ah ouais, c'est quand même du sport. Atmo, du sport, des sensations et surtout des volumes de coffre. Là, vous avez tout avec cette bagnole. Vous allez me dire, mais cette voiture est géniale. Mais alors, combien ça coûte? Est-ce que je peux en trouver une pour mon quotidien? Déjà, ce qui est à savoir sur cette voiture, c'est que même si, par exemple, cette version date des années 90, il faut savoir qu'elle reprend énormément d'éléments communs avec l'Alfa Sud qui date de 1972. Donc, en gros, c'est une voiture qui a déjà, on va dire, celle-ci 30 ans, mais qui est plutôt dans l'idée plus orientée voiture d'il y a 50 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? À la conduite, c'est quand même vraiment pas une voiture moderne. Là où par exemple une Mazda MX-5, je la cite au hasard, a par rapport à son âge, je trouve une conduite quand même assez ludique, assez simple à appréhender même aujourd'hui. L'autre point à savoir, c'est aussi la rareté du véhicule. Ça devient de plus en plus rare d'en trouver. Il y a quelques années, on en trouvait à chier partout, comme beaucoup de voitures des années 80. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. L'exemplaire du jour, pour vous donner une idée, il est estimé dans les 5000 €. Mais voilà, c'est vraiment un bel exemplaire, comme vous pouvez le remarquer. Et en plus de ça, il n'a pas de point de rouille, ce qui est vraiment très rare, parce que là, on va y venir. Les Alpha et la rouille, eh ben ça c'est quand même une longue histoire d'amour et cet Alpha 33 n'a pas été épargné. Il me semble que les dernières séries étaient mieux protégées par rapport à ça que les premières. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose à surveiller et si vous en achetez une, essayez de la couvrir et la mettre à l'abri un minimum. Si vous en trouvez une, la disponibilité des pièces, c'est une galère pas possible. Mon admophile du jour m'a expliqué encore il y a pas longtemps que dès qu'il a un souci, il faut qu'il cherche peut-être pendant 6 mois sur le bon coin pour trouver une pièce. Donc ça aussi c'est quelque chose à savoir. On sait qu'il y a certaines Youngtimer qui proposent des pièces de façon beaucoup plus simple. Voilà. Mis à part ça, c'est une vraie Alpha à l'ancienne comme on les aime et qui procure un agrément de conduite top, qui se montre très habitable et qui pourront vous donner de la joie au quotidien. Il y a quand même certaines conditions. C'est pas pour n'importe qui trouverait juste son look sympathique. Acheter une Alpha, c'est acheter différent. Si vous n'avez pas l'âme d'un pilote, que vous n'aimez pas forcément les sensations, le bruit d'un moteur vraiment atypique, passez votre chemin. La 33 s'adresse aux amoureux de mécanique et de sensations à l'ancienne, même si cette Alpha 33 a des défauts. Par exemple, son intérieur avec des plastiques bon marché, on n'achète pas une Alfa Romeo pour ça. On achète une Alfa Romeo pour deux choses, son design et ses moteurs. Côté moteur, c'est vraiment quelque chose d'unique à essayer au moins une fois dans sa vie pour tout amateur d'automobile. Côté design, c'est pas mon design favori. En même temps, il faut dire qu'Alfa Romeo a sorti tellement de masterclass que c'est compliqué, je trouve, pour moi en tout cas, de la classer parmi mes Alpha favorites. Déjà, je préfère largement la 145 qui est sortie juste après. Et même si je suis pas hyper fan de son design, elle s'inscrit dans une époque et c'est ça aussi qui la rend aussi attachante. Clairement, pour moi, cette voiture, c'est une voiture qui a ses défauts. On peut pas dire qu'elle est parfaite, loin de là, elle est imparfaite, mais ce sont tous ces défauts qui la rendent juste irrésistible et qui en font une auto vraiment attachante. Les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. On va vite parce que sinon les phares vont foutre la batterie en PLS. Pensez au like, aux commentaires pour le référencement, c'est hyper important. Pensez à vous abonner, dites-nous ce que vous pensez du design de cette Alpha 33 par exemple. Le plus important c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.